Alors, je vous remercie tout d'abord de vous connecter pour écouter un exposé sur la collection Torlonia. Euh, c'est un sujet qui peut paraître un petit peu, comment dirais-je, mal connu, dans la mesure où le nom de Torlonia, pour le grand public, est un nom quasiment inconnu. Mais le nom de Torlonia et de collection Torlonia, pour tous ceux qui s'intéressent un peu au musée, est un nom extrêmement connu. La collection Torlonia est une collection mythique. Mythique pour deux raisons. D'une part, c'est une collection, vous allez le voir, qui est d'une richesse extraordinaire dans le domaine bien précis de la sculpture romaine antique. Enfin, une richesse extraordinaire. Déjà, premier sujet, premier élément de célébrité. Et puis d'autre part, c'est une collection qui était présentée au public à la fin du 19e siècle et qui aujourd'hui n'est plus présentée au public depuis l'entre-deux-guerres, de fait. Et donc, il y a une sorte de mythe à propos de la collection Torlonia que tout le monde connaît, enfin que toutes les personnes intéressées connaissent, mais que personne n'a jamais vu en fait. Et personne n'a jamais vu les marbres de la collection Torlonia, sauf que depuis quelques années, depuis 3 ans, il y a des expositions, il y a eu des expositions qui se sont trouvées, organisées, l'une à Rome en 2021, l'autre à Milan en 2022, et la troisième qui est présentée en ce moment au Musée du Louvre à Paris sous le titre commun pour les trois expositions, les chefs-d'œuvre de la collection Torlonia, c'est-à-dire en fait un choix de pièces particulièrement remarquables dans la collection Torlonia. Alors, cette collection Torlonia, on peut lui attribuer quelques caractéristiques précises. C'est une collection euh, privée qui appartient à une famille, la famille Torlonia. C'est une collection qui euh, est composée principalement de sculptures romaines antiques. Il y a d'autres éléments dans la collection, mais quand on parle de collection torlonienne de manière générale, on parle en fait des marbres antiques, des marbres romains antiques. Euh, D'autre part, c'est une collection qui, étant une collection privée et n'étant pas présentée au public, est en fait disposée, installée dans les différentes résidences de la famille Torlonia. Donc c'est toujours un petit peu délicat de savoir où se trouve exactement telle pièce à partir du moment où elle n'est pas présentée, comme en ce moment, au musée du Louvre. Alors, pour comprendre donc tout cela, je vais procéder en 3 points. Je vais d'abord présenter la collection, l'origine de la collection, la manière dont elle s'est constituée. Ensuite, dans un deuxième temps, j'expliquerai que la collection est tellement riche qu'elle peut à elle seule offrir une vue générale sur la sculpture romaine. Et dans un troisième temps, je prendrai quelques exemples précis de statues de la collection Torlonia, de marbre de la collection Torlonia, et je les analyserai avec un petit peu plus de détails. Alors, présenter la collection Torlonia, ça veut dire, en fait, présenter la famille Torlonia, présenter les princes Torlonia. C'est une famille qui a en effet été euh, bénéficiaire de titres de noblesse décernés par les papes de la fin du XVIIIe et de la première moitié du XIXe siècle. Donc ce sont les princes Torlonia dont il s'agit. La famille des princes Torlonia est d'origine française en réalité. Euh, pour retracer l'histoire de la dynastie, on peut remonter jusqu'au milieu du XVIIIe siècle à un personnage qui s'appelait Marin Tourlonia, qui était originaire de l'Auvergne et qui, en 1750, va s'installer à Rome. Donc en 1750, il est jeune, il va s'installer à Rome, et à Rome, il évolue dans l'entourage du cardinal Troiano Acquaviva d'Aragona. Alors, le cardinal Troiano Acquaviva d'Aragona n'est pas très connu aujourd'hui, mais il a une certaine notoriété à la fin du XVIIIe siècle parce qu'il appartient en fait à une dynastie de cardinaux dans la famille Acquaviva d'Aragona. On est cardinal, donc la neveu, depuis le XVIe siècle. Et les cardinaux, Acquaviva d'Aragona, ont occupé des fonctions importantes dans la curie romaine, c'est-à-dire dans le gouvernement de l'Église catholique, et ils ont donc évolué dans l'entourage des papes successifs depuis la fin du XVIe siècle.
Donc ce sont des notables, ils appartiennent clairement à l'establishment, comme on dirait aujourd'hui, de la société romaine de la fin du XVIIIe siècle. C'est donc dans cet univers-là que Marin Torlonia, qui va italianiser son nom en Marino Torlonia, évolue. Euh, les activités de Marino Torlonia sont des activités de commerce essentiellement. Il s'établit dans le commerce des tissus, dans la diffusion des tissus. Il a une boutique qui est installée à la Trinité des Monts, donc au pied des escaliers de la Trinité des Monts, sur la place d'Espagne. Mais assez vite, il va adjoindre à son activité de commerce, il va adjoindre une activité de crédit et même de banque. Et ce sont ses successeurs, ce sera par exemple son fils Giovanni, qui vont développer les activités financières de la famille et qui finiront par abandonner le commerce des tissus. Alors, donc c'est surtout à partir de la deuxième génération que l'histoire des Torlonia commence à acquérir une certaine signification, puisque Giovanni Torlonia est le premier de la famille qui obtient de la part du pape Pie VI euh, un titre de noblesse, même plusieurs titres de noblesse. C'est-à-dire qu'il a acquis des propriétés foncières et sur ces propriétés foncières, le pape Pie VI crée une dotation nobiliaire en quelque sorte. Donc, pour les Torlonia, à partir de la fin du XVIIIe siècle, qui accèdent à une position aristocratique, il faut acquérir une collection d'œuvres antiques. Ça fait partie du statut, ça fait partie de l'image de la famille aristocratique. Et donc Giovanni Torlonia est celui qui lance, qui entame, qui commence la constitution de la collection. Mais, et par ailleurs, donc, comme je l'ai dit, il développe les activités de crédit, de banque auprès de toute une série de clients. Des clients qui sont pour un bon nombre les grandes familles de l'aristocratie romaine qui ont besoin de finances, qui ont besoin d'argent, et même les papes, le pape Pie VI d'abord et ensuite le pape Pie VII que Giovanni Torlonia va financer, va appuyer sur le plan financier. Surtout qu'à partir de 1792, la situation en Europe en général, en Italie en particulier et à Rome tout particulièrement, la situation devient extrêmement complexe. Ce sont les conséquences de la Révolution française, il y a des guerres, il y a des invasions, tout est bouleversé de façon fondamentale et donc d'une certaine façon, cela offre des opportunités pour les gens aventureux, vous voyez la carrière de Napoléon Bonaparte par exemple, mais cela suscite aussi beaucoup de difficultés pour les personnes en place, notamment l'aristocratie romaine et la papauté. Et donc, on va avoir besoin d'argent et la banque Torlonia est naturellement directement concernée par ces soubresauts politiques, géopolitiques, comme on dirait aujourd'hui. Et particulièrement après la fin des guerres de la Révolution et de l'Empire, lorsque le pape Pie VII peut se rétablir à Rome, vous savez qu'il est allé en exil en France en fait pendant plusieurs années, et donc il peut se rétablir à Rome en 1814 et il doit trouver le moyen de consolider l'État pontifical, de consolider l'image de la papauté. Il lui faut pour ça des moyens matériels, des moyens financiers. Et Giovanni Torlonia est au rendez-vous pour répondre à ses besoins grâce à son crédit, grâce aux liens qu'il peut avoir aussi avec d'autres institutions financières un petit peu partout en Europe. Il a donc réussi, ce banquier Torlonia, a réussi à comprendre les occasions qu'offre le bouleversement de la situation en Europe, à s'adapter et à venir en aide, si l'on peut dire, à ses clients. De ce point de vue, on peut établir un parallèle tout à fait clair avec une autre famille qui, elle aussi, a développé des activités de banque, qui, elle aussi, a su comprendre les possibilités qu'offre l'époque, donc au début du XIXe siècle. Cette autre famille, c'est la famille Rothschild. On compare souvent l'histoire des Torlonia avec l'histoire des Rothschild. Comparaison des raisons, bien sûr, ce ne sont pas des histoires absolument identiques, mais ce sont des histoires parallèles et donc comparables. Donc Giovanni Torlonia, deuxième génération des princes Torlonia, enfin première génération des titrés, mais deuxième génération des Torlonia qui nous intéressent aujourd'hui. La troisième génération, c'est l'un des fils de Giovanni, Alessandro, Alessandro Ier, parce qu'il y a un Alessandro II à la fin du XXe siècle. Alessandro Ier Torlonia, donc, est le continuateur de l'œuvre de son père,
en matière financière, le continuateur de l'œuvre de son père aussi en matière de constitution de la collection d'objets d'art et d'objets de sculpture romaine antique. C'est un personnage qui développe considérablement la surface financière et sociale de la famille. Il collectionne les titres de noblesse, et notamment le titre précis de prince d'Orléans, non pas un titre assis sur un domaine foncier, mais un titre personnel. Et Alessandro Torlonia, par ailleurs, va s'efforcer de développer aussi la visibilité de la famille Torlonia. Par exemple, il crée une chapelle funéraire dans la basilique, plus exactement dans la cathédrale Saint-Jean de Latran. Donc il y aura une nécropole des Torloniens qui existe toujours évidemment dans la cathédrale Saint-Jean de Latran. Il va doter quantité de- d'édifices religieux, de peintures, de vitraux, de mosaïques. Il va s'efforcer d'établir évidemment ses filles. Il a deux filles, l'une qui meurt jeune et l'autre qui est la fille aînée que l'on voit là, Anna Maria, qu'il va marier à un prince borghese. Et le prince borghese, Giulio Borghese, va relever le nom des Torloniens pour permettre la perpétuation des dynasties. Alors, ce qui est intéressant avec le prince Torlonia, qui nous touche peut-être un petit peu particulièrement, c'est que Alessandro Torlonia offre à la cathédrale de Boulogne-sur-Mer, en 1866, le magnifique hôtel que l'on voit encore aujourd'hui dans la cathédrale, un hôtel en marbre, en mosaïque, dont vous avez la photographie, et qui est un don donc, du prince Torlonia à la cathédrale de Boulogne. Alors pourquoi la cathédrale de Boulogne, quand on est à Rome et qu'on est à Alessandro Torlonia, est-ce que l'on connaît Notre-Dame de Boulogne? Ben, apparemment oui. Et c'est peut-être le résultat de la réputation du pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, certainement, que Alessandro Torlonia connaissait probablement bien. Alors, Alessandro Torlonia, donc c'est vraiment la référence. Giovanni et Alessandro, ce sont les deux princes Torlonia importants qui développent la collection donc d'œuvres d'art antique. À la quatrième génération, avec Anna Maria, donc la fille aînée, qui devient Anna Maria Torlonia, épouse de Giulio Borghese Torlonia, eh bien, avec cette personne qui vit à la fin du 19e siècle, la collection n'est pas, à proprement parler, agrandie, mais elle est ouverte, elle est montrée au public, elle est accessible au public dans les conditions du 19e siècle. Alors, c'est peut-être pas aussi largement ouvert qu'aujourd'hui, naturellement, mais quand même, il y a un effort de présentation dont les trois générations des Torlonia du 19e siècle, Giovanni, Alessandro et Anna Maria, sont particulièrement euh, conscients de la nécessité de développer cet effort. Noblesse oblige, si on veut. Si on a une magnifique collection d'antiques, alors il faut la montrer au public. Alors, il faut insister là-dessus, parce que pour les Torlonia du 20e siècle, eh bien, ce sera différent. Avec la cinquième génération, Giovanni Torlonia et Carlo Torlonia, et puis ensuite avec la sixième génération, donc Alessandro II Torlonia, les choses seront différentes. D'abord, il y a des difficultés particulières qui surgissent, notamment à partir des années 20, lorsque l'une des résidences des Torlonia va être, si l'on peut dire, squattée par Mussolini. La Villa Torlonia est occupée, en effet, par Mussolini pendant son règne, donc d'une vingtaine d'années, hein, dans les années 20 et les années 30. Et évidemment, si vous avez Mussolini qui s'installe chez vous, bah, c'est assez difficile de montrer vos œuvres d'art au grand public, parce que naturellement, toute la zone est devenue une zone de sécurité. On n'y entre pas facilement et on n'en sort pas facilement non plus. Donc, c'est un premier élément. Et puis, un deuxième élément, c'est que visiblement, les princes torloniens du XXe siècle n'estiment pas avoir les mêmes responsabilités que leurs ancêtres du XIXe siècle vis-à-vis de leur collection d'œuvres d'art, collections qu'ils n'agrandissent pas et collections qu'ils finissent par ne plus montrer du tout. Et c'est le cas notamment du dernier des princes torloniens à avoir fait parler de lui, c'est-à-dire Alessandro II, qui meurt il y a quelques années, et à la fin de la vie duquel les choses vont changer, parce que justement, il va y avoir des expositions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors voilà donc retracé à très grands traits l'histoire des Torlonia et maintenant nous allons parler du mode de constitution de la collection. Alors il y a essentiellement deux moyens de constitution de la collection d'œuvres d'art. D'une part, des acquisitions sur le marché de l'art, évidemment, et puis d'autre part, des fouilles archéologiques que les Torlonia, notamment Giovanni et surtout Alessandro, vont mener donc dans la première moitié du XIXe siècle.
Alors, parlons tout d'abord de l'installation des Torlonia dans la ville de Rome, pour pouvoir pointer les différentes résidences. Il y a une première résidence dont il se dote, c'est la Villa Torlonia, c'est celle qui est occupée par Mussolini à partir de la fin des années 20. La Villa Torlonia, qui est donc située le long de la Via Nomentana, dans la partie nord-est de l'agglomération romaine d'aujourd'hui, mais à l'extérieur de la ville de Rome, au début du XIXe siècle. C'est là que Giovanni Torlonia fait construire la Villa Torlonia. Vous savez qu'à Rome, villa se désigne à la fois un bâtiment et un parc. Donc il y a la Villa Torlonia que l'on voit là, qui est installée dans la Villa Torlonia, c'est-à-dire dans le parc très vaste qui environne cette villa. Dans le parc de la Villa Torlonia, donc, il y a le bâtiment que l'on voit, qui va être l'un des sièges de la famille Torlonia, mais il y a d'autres bâtiments qui ont été construits au fil du temps, notamment un petit bâtiment de style Art Nouveau qui contient une collection de vitraux Art Nouveau, donc tout à fait célèbre. Donc la Villa Torlonia que Giovanni Torlonia fait bâtir à partir de 1797. Et puis, il y a d'autre part des résidences à l'intérieur de la ville telle qu'elle se présente au début du XIXe siècle. Vous avez par exemple, à partir de, de 1820, l'acquisition d'un palais qui se trouve dans le quartier de la basilique Saint-Pierre du Vatican, le palais qui s'appelle aujourd'hui Giro Torlonia. Vous avez d'autre part un palais qui est situé sur la place de Venise, c'est le palais Bolognetti Torlonia. La place de Venise, donc, que l'on voit là, avec le palais de Venise que l'on voit ici, et on voit que le palais Bolognetti-Torlonia se situe juste à côté du palais de Venise et au pied de la colline du Capitole, au pied de la place du Capitole que l'on voit là. C'est là que se trouve le palais Bolognetti-Torlonia, qui est la résidence principale, au fond, en ville, de la famille Torlonia à la fin du XIXe siècle. Alors, ce palais n'existe plus aujourd'hui, il a été démoli en 1901 lorsque l'on a terminé la construction du grand monument à Victor Emmanuel II, donc du grand monument au fondateur de l'État italien unifié, que l'on voit là, un monument en marbre blanc qui est absolument colossal. Et lorsque la construction s'achève, on constate que certes le monument est colossal, mais que la vue est un petit peu réduite justement par les bâtiments qui se trouvent sur la place de Venise. Ce corps de bâtiment qui est là, entre la colonne Trajane que l'on voit ici et le monument, et ce corps de bâtiment qui est ici entre le palais de Venise et le monument. Donc la décision est prise de démolir ces bâtiments, de les racheter à leurs propriétaires et de les démolir, ce qui permet de mettre en valeur, pense-t-on, le monument à Victor Emmanuel II. Donc le palais Bolognetti-Torlonia est démoli et c'était pourtant le siège d'une partie non négligeable de la collection de marbres antiques de la famille Torlonia. Il y a un autre bâtiment qui va être acheté par les Torlonia, c'est la Villa Albani, qui se trouve à quelques encablures de la Villa Torlonia. La Villa Albani, qui est achetée en 1866. Alors, c'est un bâtiment qui a été construit au XVIIIe siècle par le cardinal Albani et qui est à vendre en 1866 avec ce qu'il contient, c'est-à-dire une collection d'œuvres d'art, justement. Euh, c'est Alessandro Torlonia qui acquiert la Villa Albani, et aujourd'hui, la Villa Albani est le siège de la fondation Torlonia, dont je parlerai tout à l'heure. Euh, il faut dire un mot aussi, je choisis quelques exemples, parce qu'il y a beaucoup d'exemples résidences Torlonia et de domaines Torlonia à l'extérieur de la ville. Un mot doit être dit sur la Via della Lungara, qui est ici, qui joint le quartier du Vatican au quartier du Trastevere. Et dans cette Via della Lungara, il y a la villa qu'on appelle Farnesina aujourd'hui, qui a été décorée par Raphaël. Et donc, le long de cette rue, de cette Via della Lungara, Alessandro Torlonia achète un bâtiment sans intérêt architectural particulier, mais c'est là qu'à partir des années 1870, il va disposer une partie de sa collection et il va ouvrir au public ce bâtiment de la Via della Lungara. Alors, il va l'ouvrir à un public restreint, à un public choisi, à un public trié sur le volet, dans un premier temps, dans les années 1870, 1880. Et puis, par la suite, dans les années 1890, le musée Torlonia, parce qu'on va l'appeler comme ça, le musée Torlonia sera plus largement ouvert aux visiteurs. On publie des catalogues. Il y a un premier catalogue qui est publié, qui est imprimé. C'est celui que les visiteurs ont dans les mains. Et il y aura surtout une deuxième édition d'un autre catalogue beaucoup plus somptueux, beaucoup
plus lourd aussi, qui contient la photographie de toutes les sculptures présentées dans le musée Torlonia. Cette photographie de 1895 vous montre une partie de la collection de bustes romains. Au passage, on peut mentionner les 180 bustes de la collection bustes romains. Donc, c'est la plus importante collection de bustes romains qui est dans le monde. Aucun musée, même pas le Louvre, n'en a autant. Et ce fragment de la collection de bustes romains est présenté, vous voyez, dans les salles 77 et 78, ce qui donne une idée de la taille du musée Torlonia tel qu'il est ouvert donc dans les années 1890. Ce musée est fermé depuis longtemps et on ne peut plus voir cette collection aujourd'hui, sauf dans l'exposition de Paris qui a lieu en ce moment jusqu'au 11 novembre. Alors, donc, cette collection a été constituée par l'achat d'œuvres d'art sur le marché. Et ce qui a été acheté sur le marché, ça peut être des œuvres isolées, ça peut être aussi des collections déjà existantes. Lorsque Alessandro Torlonia achète la Villa Albani, eh bien, il achète la collection Albani en même temps. Et donc, on qualifie souvent la collection Torlonia de collection de collections. Alors, il y a trois grandes dates qu'on peut mentionner pour cela. La première date, c'est 1800, l'acquisition de la collection Cavaceppi. Bartolomeo Cavaceppi est un peintre, un artiste, un sculpteur qui vit à Rome à la fin du XVIIIe siècle. Il a une réputation réelle. C'est un sculpteur qui, à la fois, réalise des copies d'antiques et en même temps restaure des œuvres antiques. Mais c'est aussi un collectionneur de meubles, de dessins de grands maîtres. Bref, il a une collection personnelle extrêmement riche qu'il prend la décision de léguer à l'Accademia di San Luca, donc l'Académie des Beaux-Arts, si on peut dire pour simplifier. Cavaceppi lègue donc sa collection à l'Accademia di San Luca dans l'idée que cette collection pourra servir à la formation des jeunes artistes et au progrès général, si l'on peut dire, de la connaissance en matière d'art. Bon, le problème, c'est que l'Académie qui reçoit ce legs est moins convaincue que Cavaceppi, et donc la décision est prise de recevoir le legs et de vendre tout de suite la collection. La collection est à vendre en 1800, Giovanni Torlonia achète la collection en 1800. Et donc, il y aura dans la collection Torlonia une partie de la collection Torlonia qui sera composée de la collection Cavaceppi. En 1816, de 1816 à 1825, c'est l'acquisition de la collection Giustiniani. Alors, les Giustiniani sont une grande famille de l'aristocratie romaine depuis des siècles. Il y a eu des collectionneurs dans la famille Giustiniani qui se sont succédés au fil des générations, et notamment un collectionneur particulièrement dynamique au début du XVIIe siècle. Donc, la collection Giustiniani est constituée surtout au début du XVIIe siècle, au point que le Giustiniani de l'époque peut faire peut publier des images de sa collection. Il fait graver des dessins, enfin, il fait réaliser des dessins qui sont gravés ensuite et publiés. Il y a donc un catalogue illustré de la collection Giustiniani qui est publié dans les années 1630. Donc, on connaît bien la collection Giustiniani depuis les années 1630 jusqu'à 1816, date de l'acquisition par Giovanni Torlonia. Alors, le mode d'acquisition est très caractéristique de l'époque, c'est le début du XIXe siècle, les difficultés des grandes familles que j'évoquais tout à l'heure. Donc, les Giustiniani sont à la recherche d'un appui financier et ils déposent leur collection en gage auprès de Giovanni Torlonia, l'idée étant que ils recevront un prêt de la part de Giovanni Torlonia et lorsqu'ils rembourseront ce prêt, eh bien, ils récupéreront leur collection. Ils ne remboursent pas le prêt, donc ils ne récupèrent pas leur collection. C'est le principe du gage. C'est pourquoi on dit que la collection est acquise entre 1816 et 1825, entre le moment où le prêt est accordé et le moment où on constate que le prêt n'a pas été remboursé. Et donc cette collection Giustiniani eh bien, vient s'ajouter à la collection Cavaceppi et vient s'ajouter à toutes les œuvres isolées que Giovanni Torlonia a pu acquérir sur le marché de l'art. Et troisième étape, 1866, avec l'acquisition par Alessandro Torlonia de la Villa Albani, dont je parlais il y a un instant, c'est la collection du cardinal Albani qui avait été constituée au XVIIIe siècle et qui est donc incorporée dans la collection Torlonia à partir de 1866. Alors évidemment, la collection Albani du XVIIIe siècle, de même que la collection Giustiniani du XVIIe siècle,
eh bien, au fil du temps, c'était un peu amoindri. On peut considérer que, à l'époque de l'occupation française de Rome, une partie de la collection des grandes familles romaines a été, comment pourrait-on dire, déplacée de Rome à Paris, et que tout n'est pas revenu en 1814, lorsque l'ordre pontifical est rétabli à Rome. Néanmoins, on voit bien le mode de collection, le mode de constitution de la collection, l'acquisition sur le marché de l'art. Et puis, il y a un deuxième mode de constitution qui est la fouille archéologique. Euh, à l'époque de Giovanni Torlonia et à l'époque d'Alessandro Torlonia, donc fin 18e et première moitié du 19e siècle, c'est l'époque où se développent les fouilles archéologiques sur une surface relativement importante à Rome. On commence à fouiller de façon approfondie et on va élaborer petit à petit les méthodes scientifiques de fouille. Ces méthodes scientifiques de fouille, on les pratiquera à la fin du 19e siècle ou dans la première moitié du 19e siècle, on est encore un peu dans une situation artisanale. Néanmoins, les Torloniens vont donc fouiller dans plusieurs endroits, c'est-à-dire dans leur domaine en fait, hein. Ils obtiennent des autorisations de fouiller dans leur domaine, autorisations délivrées par le gouvernement de l'État pontifical, c'est-à-dire par les papes, le pape Pie VII en particulier, Pie VI et Pie VII. Euh, donc, je prendrai deux exemples de ces fouilles qui ont permis à la collection Torlonia de s'enrichir. Par exemple, dans les deux œuvres qui sont cerclées sur cette image vous montre la scénographie de l'exposition de Milan en 2022. Nos premiers théâtres d'activité pour les fouilles d'Orlonia, c'est le secteur de la Via Appia Antica, ce que nous appelons, nous, la Via Appia Antica, dans le sud-est de Rome, donc dans toute cette zone où l'on trouve des catacombes, le mausolée de Cecilia Metella, la Villa de Maxence, etc. Donc c'est une zone très bien connue des touristes à Rome, très, très pittoresque, hein. C'est une zone qui est extrêmement riche en vestiges archéologiques, tellement riche que dans le vocabulaire populaire, au début du 19e, toute cette zone où abondent les catacombes, les morceaux de colonnes, les vestiges antiques, les marbres de toute nature, toute cette zone est appelée par le bon sens populaire Roma Vecchia. Roma Vecchia, la vieille Rome. La vieille Rome, par opposition à la Rome vivante, un peu plus au nord, là, c'est la vieille Rome. Et le domaine de Roma Vecchia, qui appartient au Torlonia, eh bien, c'est le premier domaine sur lequel le pape va installer un titre de noblesse. Les Torloniens seront marquis de Roma Vecchia dès la fin du XVIIIe siècle. Donc, première zone, donc la zone de la Via Appia Antica, dans le sud-est de ce qui est aujourd'hui l'agglomération romaine. Et bien entendu, quand on fouille dans une zone où il y a des tombeaux et des catacombes, eh bien, on trouve des sarcophages. Donc là, par exemple, un sarcophage qui est découvert en 1830. Alors, en 1830, ce n'est plus la période de Giovanni Torlonia qui meurt en 1829, c'est la période d'Alessandro. Donc un sarcophage montrant les travaux d'Héraclès qui sont sculptés sur la cuve du sarcophage. Un deuxième lieu où les Torloniens fouillent, c'est le site d'Ostie. Alors, non pas le site d'Ostie, le port républicain d'Ostie, ce que l'on visite aujourd'hui quand on va à Ostie, mais la partie nord du site qui donne vers l'aéroport de Fiumicino. Dans cette partie nord du site, il y a les vestiges du port créé par l'empereur Claude dans les années autour de 50 après Jésus-Christ. Euh, Ce qu'on appelle donc le port de Claude, Portus Claudi, ou le port de l'empereur, Portus Augusti. Et ce port donc est doté d'une jetée, doté d'un phare. Et au début du IIe siècle, l'empereur Trajan va réaménager le port en faisant construire ce bassin hexagonal où il y a des quais permettant aux navires d'accoster. Dans le port de Claude primitif, il n'y avait pas de quai, c'est simplement un port permettant la protection des navires et ne permettant pas aux navires d'accoster à proprement parler. Donc c'est dans ce secteur que l'on appelle le palais impérial que les Torloniens vont fouiller et c'est là qu'ils trouvent probablement l'essentiel des bustes d'empereurs romains qui composent leur collection, la plus riche collection au monde de bustes romains. Et en tout cas, c'est de là que provient cette sculpture qui est donc une copie romaine
d'un original grec que l'on attribue au sculpteur Miron. Miron n'a pas sculpté qu'un discoboy, il a sculpté d'autres athlètes, notamment celui-là, l'athlète ajustant son bonnet. Donc copie d'un original grec qui est découverte à Ostie, et ça on le sait exactement, en juin 1864. Donc c'est l'un des chefs-d'œuvre évidemment de la collection Torlonia. Alors, la collection donc, s'est constituée par acquisition sur le marché de l'art et par fouille, par le produit des fouilles archéologiques. Les fouilles archéologiques ont apporté des marbres antiques, mais ont apporté aussi autre chose. Il y a par exemple des fresques étrusques. Il y a par exemple des bronzes, pas beaucoup, mais quelques-uns. Donc d'autres artefacts, comme disent les archéologues, d'autres éléments issus du produit des fouilles et qui sont intégrés dans la collection de la famille Torlonia, mais qui ne composent pas ce que l'on appelle au sens strict la collection Torlonia. La collection Torlonia, ce sont des sculptures romaines en marbre. Et donc cette collection est tellement riche qu'elle nous permet de dessiner un panorama de la sculpture romaine, montrer une vue générale de la sculpture romaine. Et donc je vais procéder simplement en distinguant quatre catégories. Et la première catégorie, évidemment, ce sera les bustes dont j'ai déjà commencé à parler et qui sont donc l'une des, l'un des fleurons de la collection Torlonia. Alors voilà comment les bustes étaient présentés à Rome en 2021. Euh, donc on avait choisi quelques-uns des plus beaux, évidemment, et ces bustes étaient mis en scène, étaient présentés au public. Ces bustes sont nombreux, oui, mais ils sont aussi bien connus, bien que la collection ne soit pas ouverte au public. Ici, on reconnaît l'empereur Adrien, l'empereur Antonin. Donc, ce sont des bustes bien connus que personne ne voit, mais qui ont été photographiés, et notamment au XIXe siècle, des bustes qui, dans le catalogue publié par Visconti en 1885, ces bustes ayant été photographiés, les photographies ayant été reproduites, et bien là, naturellement, ces bustes sont connus de tous ceux qui s'intéressent à la sculpture romaine ou à l'histoire romaine, et même si on ne les voit pas, on les connaît quand même, en fait. Et donc, on peut dire que là, nous avons la trogne de l'empereur Caracalla. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un buste? Qu'est-ce que c'est qu'un portrait? Et que peut-on dire sur ces portraits? Sont-ils ressemblants, par exemple? Alors, il faut bien comprendre l'origine de ces sculptures. Ce sont des sculptures antiques, oui, mais elles sont repérées par les collectionneurs à partir, disons, du XVIe ou du XVIIe siècle. Et puis, elles sont éventuellement trouvées par les archéologues au XIXe siècle. Donc, ce qui est reçu dans un premier temps, ce sont des sculptures anonymes. Parfois, il y a une inscription qui indique de qui il s'agit, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Et donc, tout le problème, c'est de savoir ce que représente le buste. S'agit-il d'une d'une physionomie idéale ou idéalisée, ou s'agit-il véritablement d'un portrait? Comment conclure, comment répondre à cette question? Si l'on considère que les bustes en question sont très souvent des bustes d'empereurs romains. Là, nous avons Caracalla. Mais à gauche, la vue est un petit peu floue, mais ce n'est pas un empereur romain que nous voyons là. C'est peut-être une dame, un membre de la famille impériale. C'est même certainement un membre de la famille impériale. Mais si l'on considère le buste de l'empereur romain, l'empereur est un personnage de premier plan, c'est un personnage public, c'est un personnage qui a été vu, qui a été décrit par des auteurs dans l'Antiquité. Les textes écrits dans l'Antiquité se sont parfois conservés jusqu'à nous. Nous pouvons donc aujourd'hui lire des descriptions physiques de l'empereur romain, par exemple de l'empereur Caracalla. Donc en comparant le buste que nous avons et la description écrite, transmise par la tradition littéraire, disons, on peut identifier peut-être l'empereur. Et puis par ailleurs, les empereurs romains faisaient figurer leur profil sur les monnaies, sur les médailles. Et donc, en étudiant attentivement les monnaies et les médailles d'un côté et les bustes de l'autre, on peut éventuellement rapprocher la sculpture du profil de médaille. C'est possible. Et donc, en croisant les indications, on arrive à une identification. Dans le cas des empereurs romains, cela ne pose pas de difficultés majeures. Et donc, nous avons des bustes d'empereurs romains, nous en avons vu quelques-uns.
Et puis, il y a parfois des bustes qui posent problème, des empereurs romains qui posent problème. C'est le cas, par exemple, de l'empereur Auguste, le premier des empereurs. Donc. L'empereur Auguste qui règne jusqu'à sa mort en 14 après Jésus-Christ. Il était né en 63 avant Jésus-Christ. Il meurt donc à l'âge de 77 ans. Il règne à partir de, alors la date du début du règne d'Auguste, c'est une question de choix politique. Disons, on peut choisir comme date l'année 27 avant Jésus-Christ, c'est l'année où le Sénat décerne à Auguste des honneurs particuliers, notamment le nom d'Auguste. Donc de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, c'est la durée du règne qui est quand même fort longue pour un personnage qui meurt en 14 à 77 ans. Eh bien, les bustes que nous avons d'Auguste, les portraits d'Auguste que nous avons, répondent à des types différents. On a parfois Auguste en grand pontife, Auguste en général. Et donc ici, c'est un visage qui est appelé type prima porta. La statue de prima porta, c'est une statue d'Auguste en général qui a été découverte dans le domaine de Prima Porta, au nord de Rome, domaine qui appartenait à l'impératrice Livie. Cette statue est conservée aujourd'hui dans les musées du Vatican. Et donc, la physionomie de l'empereur est tout à fait caractéristique, on la reconnaît sur ce buste-là. Seulement, ce que nous montre ce buste, ce n'est pas du tout un personnage qui a 77 ans, ou c'est un personnage qui a, disons, une quarantaine d'années peut-être. Hein. Donc, ce qui est particulier dans les portraits d'Auguste, c'est que il reflète les traits d'une sorte d'un quadragénaire, disons, qui, au fil du temps, ne changent pas. Les bustes d'Auguste, les portraits d'Auguste sont dotés d'une sorte de jeunesse intemporelle. Et donc, qu'est-ce que c'est que la ressemblance dans ces conditions? Et puis, il y a d'autre part le dessin des mèches de cheveux sur la tête. Les mèches de cheveux sont disposées d'une manière particulière, de même que sur les portraits d'Alexandre, autrefois, les mèches de cheveux étaient représentées d'une manière particulière également. C'est une façon de reconnaître le personnage. Il y a une sorte de coiffure stéréotypée, on pourrait dire. Euh, et donc, cela se voit sur le buste que nous avons là. Est-il ressemblant dans ces conditions? Coiffure stéréotypée, visage jeune de manière intemporelle, qu'est-ce que c'est qu'un portrait? Alors il faut dire aussi que le portrait est un buste, ou plutôt il est devenu un buste. Par exemple, sur cette effigie que nous avons, la tête est antique, mais pas le sommet du corps. Le sommet du corps a été rapporté en 1634, donc au XVIIe siècle. C'est le moment où la collection de Giustiniani commence à être dessinée et où le catalogue va être gravé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui veut dire que les empereurs romains dont nous avons le portrait, en fait, ce sont des têtes et pas des bustes. Des têtes qui étaient disposées sur des étagères, qui étaient disposées sur des piliers, qui étaient disposées à hauteur d'œil éventuellement, mais pas sur un buste. Alors pourquoi y a-t-il eu l'ajout du buste? Eh bien, c'est essentiellement le point de vue des collectionneurs du XVIIe et du XVIIIe siècle qui a été pris en compte. Les collectionneurs qui appartiennent à des familles aristocratiques, il est de bon ton de montrer, quand on a une certaine visibilité sociale, de montrer sa collection d'antiques. Et donc, une collection d'antiques digne de ce nom, eh bien, ce sont des bustes et pas des têtes isolées qui seraient en suspension dans l'air. Donc, il y a très peu aujourd'hui de têtes isolées, alors que les portraits antiques étaient presque toujours des têtes isolées. Alors, qu'est-ce que c'est donc qu'un portrait ressemblant dans ces conditions? Qu'est-ce que l'on peut dire? Ce que l'on peut dire, c'est que s'il s'agit d'un personnage public, euh, j'ai dit les textes qui décrivent les traits du personnage, les profils de médailles, les légendes monétaires, bon, on a à peu près on pourrait dire un portrait robot. Donc la ressemblance peut être assurée dans ces conditions-là. Mais s'il s'agit de portraits privés, y a-t-il des portraits privés dans les grandes familles romaines dans l'Antiquité? Et la réponse est oui. Pour ces familles que l'on appelle les familles patriciennes, les familles qui appartiennent à l'aristocratie de la République romaine, eh bien, il y a une sorte de culte des ancêtres, c'est beaucoup dire, mais il y a un lien qui est établi avec les ancêtres, et ce lien est matérialisé par la confection d'un portrait. Un portrait, bon, qui peut être en cire, mais qui peut être dans un autre matériau éventuellement. Un portrait qui est disposé sur des étagères dans la maison. Il y a une galerie de portraits qui se constitue au fil du temps. Et donc, le chef de famille, lorsqu'il est
représentation peut très bien conduire ses visiteurs devant la galerie des portraits, et les visiteurs, s'ils ont un petit peu d'âge, ont connu le père du chef de famille, voire le grand-père du chef de famille, voire même pour les plus anciens, l'arrière-grand-père. Et donc, ils peuvent les reconnaître sur les bustes qui sont montrés, sur les têtes qui sont montrées. Dans ces conditions, on peut considérer que les portraits privés sont des portraits ressemblants. Autrement, on ne reconnaîtrait pas le grand-père de l'hôte, bien sûr. Et il faut postuler en effet la ressemblance, dans la mesure des moyens du sculpteur, évidemment, mais il faut postuler la ressemblance. Et on en a une trace tout à fait nette dans un texte, une lettre de Pline le Jeune. C'est une lettre qui est écrite à un moment où l'on érige une statue à l'un des amis de Pline le Jeune, qui s'appelle Vestricius Purina. Vestricius Purina a été consul à plusieurs reprises, consul suffect sous l'Empire romain, et il a été en 96-97, il a été, disons, légat propriétaire en Germanie supérieure, c'est-à-dire gouverneur de la province sur le Dimès, sur le front, en quelque sorte, de la Germanie, et il a remporté une victoire sur les Bructères, sur un des peuples germaniques de la région. Et l'empereur Nerva, voulant récompenser son général, lui a accordé le rare privilège, le rare honneur d'avoir une statue à son effigie, une statue dans l'espace public à son effigie. Et le privilège et l'honneur a été renforcé parce que Vestricius Purina, venant de perdre son fils Vestricius Cotius, eh bien, c'est une statue de Cotius aussi qui a été euh, réalisé sur les fonds publics, donc, hein, à l'initiative de l'empereur Nerva, dans l'espace public. Et Pline commente cela dans une lettre à l'un de ses amis, et il dit ceci: voilà ce qui m'engage à me réjouir avec le public et plus encore avec moi-même de la statue dressée à Cotius, donc un jeune homme en fait, hein, qui n'a, c'est pas illustré de manière spectaculaire, mais qui était le fils du général vainqueur. J'aimais ce jeune homme si accompli, et je l'aimais avec une ardeur qui n'a rien d'égal que le regret que je sens de sa perte. Il vient de mourir donc relativement jeune. Je puis donc me promettre beaucoup de satisfaction à jeter les yeux de temps en temps sur sa statue, à la regarder, à la considérer avec attention, à m'arrêter devant elle, à passer auprès d'elle. Si les portraits des morts qui nous ont été chers adoucissent notre douleur, lors même que nous ne les voyons que dans notre maison, quel charme pour nous de les rencontrer sur les places publiques. Non seulement ils nous remettent devant les yeux leur air et leurs traits, mais ils nous rappellent toute leur vertu et toute leur gloire. Donc c'est bien le signe là que cette statue d'un personnage privé qui va être dressée dans l'espace public, c'est une statue ressemblante. Il faut donc postuler que les portraits romains sont des portraits ressemblants. Alors, s'il s'agit du portrait de l'empereur Septime Sévère, le père de Caracalla, on peut le penser volontiers, il y a les textes, il y a les monnaies, mais il faut penser que ces portraits-là sont ressemblants aussi. Bien qu'à première vue, on puisse les prendre pour des caricatures, des portraits charges. Par exemple, ce portrait qu'on appelait autrefois du vieillard d'Autricoli. Autricoli, c'est la bourgade où, pense-t-on, la statue a été découverte donc au XIXe siècle. Et on voit des traits, évidemment, très ravagés, si l'on peut dire. C'est le poids du temps que l'on peut lire sur le visage. Mais même dans ce cas-là, il faut considérer que, compte tenu de tout ce qu'on a dit, que le portrait est ressemblant. Donc on ne sait rien de ce personnage, on ne connaît pas son nom. On connaît la statue érigée à Vestricius Cotius, mais on n'a pas la statue, hein. On sait qu'elle a été érigée, mais on ne sait pas ce qui est devenu cette statue. Ici, nous avons la statue, mais nous n'avons pas le nom. Mais tout porte à croire qu'il s'agit d'un portrait. Et même remarque pour celui-ci, ce portrait donc qui appartenait à la collection Giustiniani, c'est un portrait, là, vous avez la présentation qui en a été faite à Rome, et voilà la présentation qui en est faite en ce moment à Paris. Alors l'éclairage n'est pas le même, c'est pourquoi la surface du marbre paraît différente dans la présentation de Paris, mais en fait c'est la statue. On voit bien quand même ici que le couvre-chef a été très restauré, hein. La statue a été très restaurée, et donc, il y a eu autrefois une hésitation sur la signification de ce portrait. Le nom ancien de la statue, c'est, comme vous voyez, esclave coiffé d'un pilos. Le pilos, c'est le bonnet caractéristique de l'esclave. Et donc, comme le chapeau du personnage, comme le couvre-chef du personnage était endommagé, on a pensé que ça pouvait être le bonnet de l'esclave.
Et donc, on a appelé cette statue esclave coiffé d'un pileus, comme s'il était courant d'ériger des statues à un esclave. Un petit peu étrange, mais enfin, c'est l'interprétation qui en a été donnée. Et puis, les spécialistes ont étudié de près les traits du personnage. Ils ont étudié aussi les monnaies, notamment les monnaies du royaume de Bactriane. Alors, la Bactriane, c'est un royaume issu de l'empire d'Alexandre, qui se situe à l'est de l'empire séleucide, du côté de l'Afghanistan d'aujourd'hui. Et il y a quelques monnaies issues de ce royaume qui ont subsisté jusqu'à nos jours, notamment des monnaies à l'effigie du roi Eutydème Ier de Bactriane. Et on a cru retrouver, on a cru déceler des ressemblances entre le profil d'Eutydème de Bactriane et le personnage qui est statuifié ici, d'où l'appellation qu'on donne aujourd'hui à ce portrait d'homme âgé, Eutydème de Bactriane, sans aucune garantie, là, pour le coup, par rapport au portrait des empereurs romains. Donc voilà, le portrait ressemblant, le portrait romain, c'est l'une des caractéristiques majeures de la sculpture romaine et c'est l'une des dimensions majeures aussi de la collection Torlonia. Voilà donc ces deux bustes présentés au Louvre en ce moment. Une deuxième caractéristique de la sculpture romaine, c'est cette expression qu'on trouve souvent sur les cartels dans les musées, copie romaine d'un original grec, et même copie romaine en marbre d'un original grec en bronze. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà quelques copies romaines d'un original grec qui figurent dans la collection Torlonia. Ici, c'est la présentation de Rome en 2021. Copie romaine d'un original grec. L'original grec, c'est ce que l'on appelle en termes techniques le prototype. C'est donc une œuvre ancienne, datant de l'époque classique, par exemple 5e siècle ou 4e siècle avant Jésus-Christ, éventuellement un petit peu plus récente, éventuellement un petit peu plus ancienne, en tout cas une œuvre ancienne. Une œuvre qui a existé, qui a été appréciée, qui a été admirée, qui a été décrite. Nous avons donc des descriptions écrites de ces œuvres anciennes, enfin, de quelques-unes d'entre elles tout au moins. Ces œuvres anciennes, ces prototypes ont été admirés, donc on en a réalisé des copies éventuellement à l'époque hellénistique ou des copies aussi à l'époque impériale romaine. Il y a une mode de la copie d'antique à l'époque de l'empereur Hadrien, par exemple, au IIe siècle après Jésus-Christ. Donc une copie romaine, une copie réalisée en Italie d'une statue grecque, d'une statue très ancienne qui a été euh, construite, qui a été réalisée, qui a été fabriquée en Grèce et qui a pu éventuellement rester en Grèce ou bien souvent être transportée en Italie. Y a-t-il des originaux grecs en Italie? Oui, il y en a. Les œuvres d'art peuvent se déplacer. Je veux dire, on peut les déplacer. Et d'autre part, avec la conquête romaine, à partir de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ et surtout à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, tout le bassin oriental méditerranéen va passer sous influence romaine. Il va y avoir des batailles, il va y avoir des victoires. Et vous savez qu'un général romain victorieux est décoré des honneurs du triomphe, ce qui l'amène à traverser la ville en armes, à monter jusqu'au temple de Jupiter très bon, très grand sur le Capitole, et à faire précéder son char du butin pris sur l'ennemi. Ce butin, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être des originaux grecs. Donc, il y a, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, de manière croissante, un nombre de plus en plus important de statues grecques que l'on trouve à Rome ou que l'on trouve en Italie de façon générale. On voit par exemple dans la correspondance de Cicéron, qui vit au 1er siècle avant Jésus-Christ, on le voit souvent en quête d'œuvres, si possible grecques, d'œuvres antiques ou pas, à disposer dans les jardins de ces villas. Il y a une dizaine de villas, Cicéron. Donc, copie romaine d'un original grec. Les copies, si on comprend bien le raisonnement, ont été réalisées et elles sont aussi ressemblantes que possible. Et donc, si l'on prend cette sculpture, donc une sculpture que le contexte documentaire que nous avons, archéologique, permet de dater des alentours de 100 après Jésus-Christ, entre 50 et 150 après Jésus-Christ. Une copie dans laquelle on peut considérer qu'il y a
un prototype qui est un original grec réalisé vers 430-420 avant Jésus-Christ. Et ce prototype, c'est le diadumène de Polyclète. Polyclète d'Argos, au 5e siècle avant Jésus-Christ, est l'un des sculpteurs les plus célèbres. On a des descriptions de ces statues et donc on peut considérer qu'il y a là une réplique du diadumène de Polyclète. Le diadumène, c'est l'athlète qui noue autour de sa tête un ruban. Alors pourquoi noue-t-il un ruban autour de sa tête? Eh bien parce que sur la piste du stade, il vient de remporter la victoire. Et donc tout de suite, il noue un ruban autour de sa tête, il arbore une palme, et lorsque la compétition sera terminée, les Jeux Olympiques par exemple, lorsque ces Jeux seront terminés, on remettra le prix officiel à l'athlète vainqueur, le prix officiel à Olympique, comme vous le savez sans doute, c'est une couronne d'olivier. Donc le diadumène, qui vient d'être vainqueur sur le stade, noue autour de la tête un ruban, et Polyclète a représenté cela. Le diadumène de Polyclète, c'est une œuvre célèbre dans l'Antiquité. On peut considérer que nous avons là une réplique du Polyclète, une réplique du diadumène de Polyclète. Deuxième exemple, euh, des répliques du satyre au repos de Praxitèle. Alors Praxitèle vit au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc après Polyclète. Praxitèle est le sculpteur peut-être le plus célèbre du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et le satyre au repos, qu'il a réalisé sans doute vers 330 avant Jésus-Christ, est l'une de ses œuvres les plus célèbres à l'époque. Et c'est une œuvre qui a une réputation qui a été populaire à un point qu'on imagine mal, au point que donc les copies du Satyre au repos ont été multipliées dans tout le monde grec d'abord et le monde romain ensuite, au point qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs dizaines de répliques du Satyre au repos de Praxitèle, plusieurs dizaines qui se sont conservées pendant 2000 ans, plus de 2000 ans même, jusqu'à maintenant. C'est dire à quel point la diffusion des copies était importante. Et dans la collection Torlonia, il y a deux exemplaires, deux répliques donc, de la statue de Praxitèle, le Satyre au repos. Vous voyez là la présentation qui en est faite à Paris, au Louvre. Alors, vous savez que le Palais du Louvre a quantité de qualités remarquables. La présentation de la collection Torlonia au Louvre est absolument somptueuse dans les appartements d'Anne d'Autriche en ce moment. Mais le Palais du Louvre est doté de fenêtres. Et quand vous présentez des statues antiques devant des fenêtres, vous les présentez à contre-jour. Donc en fait, on ne les voit pas, on les voit mal. Donc même si on change un petit peu l'angle de prise de vue, ça n'améliore pas vraiment l'éclairage des objets. Donc j'ai pris des photos du catalogue. Alors dans le catalogue, on voit que ces deux répliques du satyre au repos de Praxitèle, on pense qu'elles ont été réalisées au début du IIe siècle après Jésus-Christ, donc en gros à l'époque d'Adrien. On sait qu'il y a à l'époque des ateliers de sculpture dans la région de Bailly en Campanie qui sont tout à fait actifs et il est possible que ces deux statues aient été réalisées dans ces ateliers. En tout cas, comme vous voyez, les deux statues sont très semblables, mais il y a des petites différences. Vous voyez par exemple ce qu'on appelle ici l'été, le puntello. L'été qui assure la solidité de la statue. Cet été est un signe probable que le prototype, donc la statue ancienne que l'on a imitée, qui est perdue maintenant, était probablement en bronze. Le métal étant plus solide, la statue n'avait pas besoin d'été. Ici, il faut un été pour consolider le marbre. Pour un ancien, pour les Romains de l'Antiquité, cet été n'est pas du tout gênant, n'est pas du tout un défaut, n'est pas du tout quelque chose qui est regrettable. C'est au contraire la preuve que nous avons affaire à une copie romaine d'un original grec. Donc c'est plutôt valorisant en fait qu'il y ait un été. On ne cherche pas du tout à le dissimuler. Donc ces deux statues sont très comparables, mais il y a des petites différences. Elles sont très comparables. Elles montrent donc un satyre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un satyre? C'est un personnage mythologique qui est caractérisé par le fait qu'il porte sur l'épaule droite une peau de panthère, une pardalis. Donc ici, la pardalis. Et il a d'autre part les oreilles pointues. On voit ici les oreilles pointues. Donc c'est un satyre. Le satyre au repos, voilà le type de Praxitèle réalisé vers 330 avant Jésus-Christ. Des dizaines de répliques se sont maintenues jusqu'à nos jours et dans la collection Torlonia, il y en a deux. Autre exemple de copie romaine d'un original grec, une statue d'Aphrodite, l'Aphrodite accroupie, que l'on voit ici dans la présentation de Milan. Vous voyez que l'Aphrodite accroupie est accompagnée ici d'une oie.
et que l'on voit là dans la présentation de Paris, il n'y a plus loi. Autrement dit, il y a deux exemplaires de l'Aphrodite accroupie, et même chose que pour le Satyre au repos, deux répliques de l'Aphrodite accroupie de Donalsas de Bithynie. Donc le prototype, 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire un siècle après Praxitèle, 2 siècles après Polyclète. Et l'Aphrodite de Donalsas est très réputée, elle est très populaire dans l'Antiquité. Il y a eu de nombreuses répliques qui ont été réalisées et de nombreuses répliques se sont maintenues, ont été conservées jusqu'à nos jours. En France, par exemple, il y en a une que l'on appelle la Vénus de Vienne dans le sud de la France. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que l'Aphrodite accroupie de Donalsas de Bithynie? Eh bien, on peut comparer l'Aphrodite de Donalsas avec l'Aphrodite de Praxitèle, donc 4e siècle avant Jésus-Christ. L'Aphrodite de Praxitèle, qui avait été réalisée pour le sanctuaire de Cnide, en Asie mineure, c'est la première représentation dans l'art occidental d'une femme nue. Mais l'Aphrodite de Praxitèle est une femme nue debout. Ici, nous avons affaire, un siècle après, à une représentation d'une femme nue accroupie, Aphrodite accroupie. Donc c'est un autre type qui a été inventé, qui a été mis au point par Duodalsas du Bithynie, et le résultat, c'est donc la multiplication des répliques et la, la présence dans la collection Torlonia de deux de ces répliques. Donc, la multiplication des répliques et la présence dans la collection Torlonia nous donne une idée de la variété, de la richesse de la collection Torlonia, qui à elle seule permet de prendre la mesure de ce phénomène des copies romaines d'originaux grecs. Il y a peu de musées dans le monde qui puissent montrer l'équivalent. Alors voilà un autre exemple de copie romaine d'un original grec, c'est l'Hestia Giustiniani qui nous accueillait tout à l'heure, mais j'en parlerai plus en détail dans ma troisième partie. Alors, dans la sculpture romaine, on a donc les portraits impériaux ou les portraits privés, on a les copies d'originaux grecs, et il y a ce que les spécialistes appellent les modèles néo-attiques. Alors, modèle néo-attique, c'est une expression un peu complexe qui désigne en fait ceci. Euh, il y a en Italie, par exemple à l'époque d'Auguste ou à l'époque impériale romaine, il y a en Italie des sculpteurs qui sont italiens ou qui sont grecs, des sculpteurs qui répondent à une demande, qui produisent pour leurs clients et qui produisent dans le style des sculpteurs du 5e ou du 4e siècle avant Jésus-Christ, sans forcément réaliser une copie exacte d'un modèle bien connu. Les copies romaines d'un original grec sont des copies d'œuvres célèbres. Les modèles néo-attiques sont éventuellement des copies, mais pas d'œuvres célèbres, simplement dans le style des sculpteurs d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, par exemple. Ou alors, ça peut être les formes, les thèmes éventuellement, qui sont empruntés au passé et qui sont utilisés par les sculpteurs dans un langage des formes, disons, traditionnel. Alors, exemple typique de modèle néo-attique, les plaques campana. Les plaques campana, ce sont ces plaques en terre cuite qui sont très nombreuses à l'époque d'Auguste et qui sont réalisées dans un style archaïsant, si on peut dire, dans un style attiquisant, c'est-à-dire dans le style des sculpteurs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans la collection Torlonia, il n'y a pas de plaques campana, évidemment. Pourquoi? Parce que les plaques campana sont des plaques en terre cuite et que la collection Torlonia est une collection de sculptures en marbre. Alors, dans la salle principale des appartements d'Anne d'Autriche à Paris, au Louvre, on présente en ce moment, dans un décor extraordinaire qui vient d'être restauré en plus, on présente en ce moment des modèles néo-attiques. Et je parlerai du bas-relief carré qui est ici et de la grande vasque sur pied qui est au centre de la pièce. Alors, pour ce bas-relief carré, donc, on pense qu'il est réalisé à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc début de l'époque impériale romaine. Euh, on, euh, on a affaire à un bas-relief qui est réalisé dans le style des sculpteurs du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais on ne peut pas être convaincu qu'il s'agisse vraiment d'une copie précise. C'est peut-être une copie précise ou peut-être pas. En tout cas, les trois personnages figurés sont à gauche Héraclès, au centre Thésée et à droite Pirithos. Ce sont donc des héros de la mythologie. Alors il faut comprendre la scène de la façon suivante. Thésée et Pirithos sont partis pour les enfers.
dans l'intention de libérer Perséphone, l'épouse d'Hadès, la fille de Déméter, la libérer et la faire revenir dans le monde aérien, si l'on peut dire. Cette tentative de libération de Perséphone échoue, et donc Thésée et Péritheos sont retenus aux enfers. Et Héraclès part pour les enfers afin de les libérer, ce qu'il réussit à faire. Il les ramène donc chez les vivants, et au passage, il ramène aussi le chien Cerbère. Donc c'est voilà, une scène de la mythologie qui est ici représentée par le sculpteur. La sculpture a été assez restaurée, vous voyez, tout l'encadrement notamment a été refait, mais on a affaire ici à un morceau de sculpture ressemblant à une sculpture du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais qui est en fait une sculpture du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, pour ce qui concerne la grande vasque, que l'on appelle la tasse Albanie, donc elle a appartenu à la collection Albanie, évidemment, c'est un objet absolument colossal. Vous avez vu la taille des personnages, des visiteurs à côté. C'est un objet qui est de forme tout à fait romaine en fait, mais les sculptures, le programme iconographique reprend en réalité des thèmes grecs. Ici, ce sont les travaux d'Héraclès qui sont disposés sur le pourtour de la tasse Albanie, les travaux d'Héraclès qui sont représentés dans un ordre, on pourrait dire, logique, puisque l'on a ici Héraclès capturant le lion de Némée, et là, on a Héraclès portant la massue, qui caractérise Héraclès, et portant la peau du lion de Némée, la léonté, qui est l'un des attributs d'Héraclès, mais un attribut d'Héraclès après que celui-ci a capturé le lion de Némée, naturellement. Et donc ici, on voit Héraclès ramenant à l'Ernible Pyrithoros et le chien Cerbère. Donc cette tasse Albanie, c'est un objet de très grande taille. Il est daté d'autour de 50 avant Jésus-Christ. C'est un objet qui est donc dans l'esprit, dans le style de l'Antiquité grecque, mais qui est réalisé à l'époque romaine. Modèle néo-attique. Avec les copies romaines d'origine grecque et un peu moins avec les modèles néo-attiques, on a affaire à des sculptures romaines qui sont très influencées par l'art grec. Mais il y a aussi des sculptures romaines qui sont peu influencées, voire pas du tout influencées par l'art grec. C'est la quatrième catégorie de la sculpture romaine que nous allons voir maintenant. Les images romaines, on pourrait dire typiquement romaines, qui parfois se sont inspirées de quelques-uns des éléments de l'art grec, ou parfois pas vraiment. Je prendrai trois exemples, notamment l'exemple du sarcophage du centurion Lucius Publius Peregrinus, qui date du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui a été découvert donc à Roma-Vecchia, là où on trouve des sarcophages dans les années 1820-1830. Et ce sarcophage du centurion est tout à fait intéressant. D'abord, il date du IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire vraiment une période tardive par rapport à la grande période de la sculpture grecque. Si influence grecque il y a, c'est une influence à très très long terme. Alors l'influence, on la voit dans le thème représenté. Ce ne sont pas les travaux d'Héraclès ici, mais enfin, ce sont les 9 sages de la Grèce. Et parmi ces 9 sages, il y a le centurion, Lucius Publius Peregrinus. Donc le centurion qui est représenté euh, tenant dans les mains un livre, un volumen, donc en papyrus. C'est le centurion qui est représenté non pas comme un soldat, mais comme l'un des sages de la Grèce. Donc influence grecque, clairement. Et puis il y a d'autre part l'épouse du centurion qui est là, qui est mise en rapport avec les muses. Il y a parfois des masques de théâtre, par exemple, qui rappellent les muses. Mais comme vous voyez, le visage de l'épouse du centurion n'est pas sculpté, n'est pas achevé, probablement parce que le sarcophage a été réalisé au moment de la mort de Lucius Publius Peregrinus, à qui sa femme a survécu un certain temps, au point qu'elle n'a pas cru utile de faire sculpter ses propres traits sur le sarcophage de son mari. Le travail n'a pas été fait, en tout cas. Donc ce sarcophage est très intéressant. Le sarcophage est un objet typiquement romain. Et on a là une influence dans le programme iconographique, une influence grecque. Mais en fait, il s'agit d'un objet typiquement romain, malgré la posture, disons, hellénisante, si l'on peut dire, du centurion. Alors ce sarcophage est pourvu d'une inscription qui est fort intéressante. Cette inscription est en latin,
Elle est en abrégé, mais enfin, on peut la comprendre. D'abord, il y a le nom du personnage, évidemment, Lucius Publius Peregrinus. On précise qu'il est centurion, on précise qu'il est chevalier romain, et on précise qu'il a vécu, non, oui, c'est ici qu'il a vécu 29 ans, 3 mois, un jour et 1 heure et demie. Il y a peu d'exemples d'épitaphes indiquant le nombre de minutes que le défunt a vécu. Ici, on indique hein, donc ce nombre précis. Tout à fait surprenant comme inscription, mais on a un bel exemple donc de sarcophage au IIIe siècle après Jésus-Christ, le sarcophage ayant retenu un petit peu les leçons de la sculpture grecque, mais un peu seulement. Dans cette scène, qui montre une scène de boutique, dans ce bas-relief qui montre une scène de boutique. L'influence grecque est perceptible aussi, mais elle est très atténuée également. Alors que voit-on? C'est une scène de boutique. Sur la partie droite, vous voyez de quelle boutique il s'agit. Il s'agit d'une boucherie. Il y a des animaux qui sont présentés dans ce qu'on pourrait appeler la vitrine. Certains de ces animaux sont éventrés, comme le porc qu'il y a là. Il y a des oies, il y a même un lapin. Et puis dans la partie gauche de la scène, on a une autre oie qui va être préparée probablement, et il y a deux femmes. L'une de ces femmes est assise, et donc dans le vocabulaire de la sculpture romaine et grecque d'ailleurs, un personnage assis qui n'est pas un dieu, c'est probablement le défunt ou la défunte. Donc on a probablement affaire à une scène funéraire plutôt qu'à une enseigne de boucherie. Et donc cette défunte est représentée assise, elle est représentée drapée dans un vêtement à la grecque. Elle est accompagnée d'une suivante, on pourrait dire, qui indique du doigt une inscription. Et cette inscription, en fait, ce sont des vers de l'Énéide de Virgile. Tant que les ombres parcourront les pentes des monts, tant que le ciel nourrira les étoiles, toujours demeureront ton honneur, ton nom et tes louanges. Ce sont des vers de Virgile dans le premier chant de l'Énéide qui désignent en fait, qui se réfèrent en fait à la reine Didon, Didon abandonnée par Énée. Donc notre bouchère est mise sur le même plan que la reine Didon par cette inscription. On a donc là affaire à une scène typiquement romaine, mais où il y a une petite influence grecque dans la composition de la scène, mais on est quand même dans un univers romain fondamentalement. Et alors c'est encore plus net dans le dernier bas-relief que je montrerai, qui est à peu près de la même taille que le précédent, et qui nous montre donc euh, quelques éléments en rapport avec le port d'Ostie. Alors, comme précédemment, pas la partie sud du port d'Ostie que l'on visite aujourd'hui dans le site archéologique, mais la partie nord, Portus Augusti, créée à l'époque de Claude et transformée à l'époque de Trajan, 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Alors, cette scène est extrêmement complexe parce qu'elle n'est pas du tout réaliste. Il y a des éléments réalistes et puis il y a des éléments allégoriques. Et donc, il faut déchiffrer un petit peu. On va commencer par le plus simple. C'est un port, donc il y a un bateau. Et même il y a deux bateaux, si vous regardez sur la partie droite du bas-relief, vous avez un bateau. Alors la partie droite du bas-relief est en moins bon état, elle a été restaurée, mais on voit quand même bien distinctement un bateau ici, et puis le mât et les voiles. Donc un bateau qui entre dans le port, et puis un autre bateau qui est amarré et que l'on est en train de décharger. C'est un autre bateau, ou c'est le même bateau un peu après, donc on va décharger. On voit ici le personnel, les esclaves peut-être, emportant la cargaison que l'on vient de décharger, emportant vers les hangars peut-être, pour le stockage. Sur la partie gauche, le bateau entre dans le port, il passe au pied du phare. Il y a un phare, un bâtiment à étage avec un feu au sommet, une statue, la statue de l'empereur Claude. En effet, le port d'Ostie, dans la partie nord, est doté d'un phare, on le sait, donc depuis l'empereur Claude au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Lorsque le bateau entre dans le port, on peut considérer que le voyage est terminé, que tout s'est bien passé puisqu'on arrive à bon port, et donc c'est le moment de remercier les dieux. Il y a là un sacrifice en l'honneur des dieux, un sacrifice qui est voué par un personnage dont les traits sont bien précisés, ce ne sont pas des traits idéalisés, c'est probablement un portrait, bon sommaire, mais un portrait quand même, c'est peut-être le propriétaire du bateau, l'armateur, le capitaine, on ne sait pas bien, mais enfin, il y a là un personnage qui offre un sacrifice aux dieux, aux divinités protectrices de la navigation.
Qui sont les divinités protectrices de la navigation? Il y en a une dans l'Antiquité qui est bien connue, c'est Vénus pour les Romains, c'est Aphrodite pour les Grecs, Aphrodite qui est euploia, favorable aux voyageurs qui se hasardent sur les mers. Ça peut être Vénus, ou ça peut être aussi, si on en juge par les lettres que l'on peut lire sur la voile, ici vous avez un V, et là vous avez un L, le L de Liber Pater. Liber Pater est un dieu romain traditionnel, un dieu très ancien que les Romains célèbrent et qu'ils célèbrent même au IIIe siècle après Jésus-Christ. Notre relief date du IIIe siècle après Jésus-Christ. On sait qu'à Ostie, il y a un autel de Liber Pater à cette époque-là. Donc Liber Pater est un dieu protecteur aussi des marins et on peut lui offrir un sacrifice en arrivant dans le port. Donc ce navire entre dans le port, on remercie les dieux, ce navire ou un autre navire est en cours de déchargement au quai. Ça, ce sont les éléments réalistes. Autre élément réaliste, je l'ai dit, c'est le phare qui est là. Et puis, il y a un autre élément réaliste aussi, on le verra un petit peu mieux sur un détail que je vais montrer maintenant. Donc voilà, le détail, c'est ici. Alors, il faut s'imaginer un arc de triomphe que l'on verrait non pas sur la face principale, mais que l'on verrait de côté. Arc de triomphe sur lequel il y a un char tiré non pas par 4 chevaux, mais par 4 éléphants. 4 éléphants tirant un char sur un arc de triomphe. On pense qu'à Ostie, il y avait en effet un arc de triomphe surmonté de 4 éléphants. Donc, les détails réalistes sont nombreux sur cette scène. Et puis, il y a des détails qui sont plus allégoriques. Il y a d'abord les divinités. J'ai évoqué tout à l'heure le dieu Liber Pater. Liber Pater, vieux dieu romain, si l'on peut dire, que les Romains ont eu tendance à rapprocher du dieu grec Dionysos. C'est le processus complexe qu'on appelle de l'interprétation romaine, c'est-à-dire que les Romains sont habitués à leur dieu Liber Pater, et lorsqu'ils entrent en contact avec la civilisation grecque, ils voient le dieu Dionysos dans lequel ils reconnaissent certains des traits de leur dieu Liber Pater. Ils vont donc façonner un dieu synthétique, on pourrait dire, qui aura beaucoup de traits empruntés à Dionysos, mais pas tous, et ce sera le dieu Bacchus. Ici, nous avons le dieu Bacchus qui trône dans la partie endommagée du relief, avec notamment ce qui caractérise le dieu Bacchus ou le dieu Dionysos, c'est ce qu'on appelle le tyrse, c'est-à-dire le bâton, avec au sommet du bâton une pomme de pin. Donc Bacchus à droite. Ici, nous avons un dieu pourvu d'un trident, c'est Neptune, le dieu des espaces maritimes. Et voilà donc 2 éléments mythologiques dans notre scène un petit peu allégorique. Un autre élément mythologique dans la scène allégorique, ce sera par exemple les 2 personnages qui encadrent le phare. Vous voyez par exemple ici un personnage dont la tête est ornée d'un phare, c'est-à-dire un bâtiment à étage. On peut considérer que c'est le génie du lieu, le génie d'Ostie. Et là, on a affaire à un personnage dont la tête n'est pas spécialement ornée d'un phare, c'est peut-être le génie du peuple romain. Donc, 2 allégories encadrant le phare, 2 divinités présentes sur la scène. On peut aussi noter là la présence un œil protecteur, un œil apotropaïque, comme on dit, donc protecteur de l'ensemble de la scène, protecteur de l'ensemble des personnes. Et tout cela nous donne une représentation, tout cela nous donne une image complexe qui n'est pas du tout conforme au canon de l'iconographie grecque, mais qui est tout à fait en rapport avec les canons de l'iconographie romaine. Ici, nous avons affaire à une scène romaine, une sculpture romaine, où l'influence grecque est très peu perceptible, alors que pour la scène de boucherie et surtout pour le sarcophage, l'influence grecque était nettement plus perceptible. Donc il y a un dosage variable de l'influence grecque dans la sculpture romaine. La collection Torlonia permet de comprendre cela très bien quand on regarde la variété des objets composant cette collection. Alors, je prendrai maintenant pour terminer 3 chefs-d'œuvre de cette collection, 3 œuvres particulièrement réputées de cette collection, et notamment l'Estia Giustiniani, que l'on a choisi comme élément comment on dit maintenant, du visuel, hein,
visuel donc pour l'exposition du Louvre, chef-d'œuvre de la collection Torlonia. Mais l'Hestia Justiniani était choisi aussi pour l'exposition de Milan en 2022 et pour l'exposition de Rome en 2021. Alors, Hestia Giustiniani, donc une divinité que l'on pense être Hestia sans certitude particulière, mais en tout cas Giustiniani ayant appartenu à la collection Giustiniani que les Torlonia acquièrent au début du XIXe siècle. Ici, on a l'Hestia Giustiniani telle qu'elle était présentée à Rome, à la Villa Caffarelli, sur le Capitole en 2021. On voit dans cette salle des œuvres que nous avons déjà vues, par exemple les deux satyres au repos d'après Praxitèle, on les voit là, quelques-uns des bustes que l'on a vus tout à l'heure. Donc, l'Hestia Justiniani ici. Et voilà la présentation qui en est faite à Paris, dans les appartements d'Anne d'Autriche, somptueux évidemment. On se demande s'il faut regarder la statue antique ou bien les peintures du XVIIe siècle. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette statue? C'est une statue qui est plus grande que nature. C'est une statue qui est, elle mesure 2 mètres d'eau. C'est une statue qui est en bon état pour une œuvre antique, même si elle est un petit peu restaurée. C'est une statue qui représente donc une femme debout, dont la tête est légèrement tournée de côté, dont le sommet du corps est légèrement tourné de côté, c'est une statue dont le bras gauche est garanti et renforcé par un étai. J'expliquais tout à l'heure que l'étai, dans la conception romaine des choses, n'est pas un défaut, mais c'est le signe au contraire de la qualité de la statue, une copie romaine d'un original grec. C'est une statue qui est extrêmement sobre. La pose est digne. Le dessin des plis des vêtements est tout à fait presque rigide, on pourrait dire. Cette statue est empreinte d'un style particulier de la sculpture antique qu'on appelle le style sévère. Le style sévère caractérise la sculpture grecque du début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Un exemple caractéristique du style sévère, c'est l'Aurich de Delphes. L'Aurich de Delphes qui est un original grec en bronze. Voilà un exemple de style sévère. Eh bien, il est probable que la statue que nous avons sous les yeux est une réplique, une copie romaine d'un prototype dont on ne peut pas donner le nom de l'auteur, dont on n'a pas de description précise, c'est une exception par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais un prototype de style sévère, donc à peu près contemporain de l'Aurich de Delphes, début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et cette statue, on pense qu'elle a été réalisée vers 120-130 après Jésus-Christ, donc durant le règne de l'empereur Adrien, et probablement par les ateliers réputés à l'époque de la région de Baï, donc au début du 2e siècle après Jésus-Christ. C'est une statue qui est de style sévère, mais enfin, il y a quand même une certaine souplesse qui est apportée, surtout dans le dos de la statue, par les plis du vêtement qui, ici, comme vous voyez, n'ont pas la forme solennelle que l'on voit sur la face avant de la statue. C'est une statue qui présente quelques défauts. Enfin, il y a un défaut surtout, c'est le dessin de la main droite, hein, qui n'est pas très réaliste. Et c'est une statue qui était présente dans la collection Giustiniani. On la voit sur les gravures qui ont été réalisées dans les années 1630. C'est une statue qui est donc connue depuis le XVIIe siècle. On ne sait pas comment elle est entrée dans la collection Giustiniani. Elle n'est pas documentée, cette statue, avant les années 1630. C'est une statue qui ayant été acquise par la famille Torlonia, a été présentée au XIXe siècle dans le musée Torlonia, donc de la Via della Lungara. Et lorsque le musée a été fermé, alors il a fermé par étapes, j'en parlerai tout à l'heure, mais lorsqu'il a été fermé, la statue a été déplacée jusque dans la Villa Albani, donc le siège de la Fondation Torlonia aujourd'hui. Et il y a une vingtaine d'années, la statue a été rapatriée dans la ville de Rome, dans le palais Giro Torlonia, qui se trouve donc près de la basilique Saint-Pierre du Vatican. Quand elle n'est pas à Paris, elle est à Paris en ce moment, mais quand elle n'est pas à Paris, cette statue est dans la cour du palais Giro-Torlonia. Le palais Giro-Torlonia se trouve le long de la Via della Conciliazione, et donc les visiteurs qui passent là longent le palais Giro-Torlonia, mais ne peuvent pas voir la statue puisque le palais n'est pas ouvert au public. Donc une très belle pièce de sculpture, très célèbre depuis le XVIIe siècle, qui est l'un des fleurons de la collection Torlonia. Deuxième exemple de chef-d'œuvre de la collection Torlonia, ce qu'on appelle la jeune fille Torlonia.
ou Fanciulla da Volci en italien. C'est une très belle sculpture de taille à peu près humaine, enfin à peu près réaliste. C'est une sculpture qui est très réputée et qui en même temps est très étrange. Elle est très réputée parce que elle est très belle, évidemment. Elle est très réputée aussi parce qu'elle est très étrange. C'est-à-dire, euh, on la voit maintenant dans un état qui n'est pas celui qu'elle pouvait avoir dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, les statues de ce genre étaient des statues peintes. Là, la peinture ne s'est pas conservée. Dans l'Antiquité, les statues de ce genre étaient pourvues d'yeux. Les yeux étaient soit des pièces rapportées, des pierres ou des coquillages qui pouvaient être incrustés dans le marbre, dans le bronze, ou bien alors s'il n'y avait pas d'incrustation, les yeux étaient peints. Là, il n'y a pas d'incrustation et la peinture n'est pas conservée. Et puis, d'autre part, c'est une sculpture dont l'arrière de la tête montre que on pouvait y accrocher quelque chose. C'est-à-dire qu'il est vraisemblable que la sculpture pouvait être coiffée. On pouvait déposer sur la tête en marbre une coiffure, alors peut-être comportant des éléments en métal, des pierres précieuses, on ne sait pas exactement, enfin quelque chose qui pouvait enjoliver encore la statue. Et évidemment, tout cela a disparu, ce qui donne à cette statue un certain mystère. Enfin, on ne sait pas bien. D'abord, on ne connaît pas, évidemment, l'identité de la personne représentée. Si c'est un portrait privé. Il est probable que cette statue-là n'a pas été disposée dans l'espace public, mais plutôt dans l'espace privé, peut-être dans une zone funéraire, c'est possible. C'est une sculpture qui est appelée en italien Fanciulla da Vulci, donc la jeune fille de Vulci. Vulci, c'est un pays étrusque. On sait qu'il y a eu, à l'époque donc impériale romaine, au 1er siècle avant et après Jésus-Christ, il y a eu à Vulci toute une série de sculptures qui ont été installées. On en a conservé quelques-unes. C'est l'une d'entre elles. Alors pourquoi a-t-elle été installée? On ne sait pas bien. Il y a une part de mystère dans cette statue qui eh bien, fait partie aussi de l'intérêt qu'on peut porter à cette jeune fille Torlonia, qui est présentée donc au Louvre dans l'exposition qui a commencé à la fin du mois de juin et qui va se terminer au milieu du mois de novembre. Et la troisième et dernière statue que je commenterai pour terminer, c'est celle que j'appellerais statue d'une divinité assise, qui est présentée au Louvre dans un dépouillement absolument extraordinaire. Une très belle statue, très bien présentée, qui a plusieurs particularités. D'abord, c'est une copie romaine d'un original grec, donc on comprend la signification de ces termes maintenant, mais c'est une statue qui est mise en rapport, qui se réfère à un prototype, et même qu'on va voir à deux prototypes, du sculpteur Phidias. Et Phidias, de tous les sculpteurs grecs, c'est évidemment le plus réputé, le plus célèbre. Donc, une copie romaine d'après un ou deux originaux de Phidias. Euh, c'est une copie romaine d'un original grec. Donc il y a le prototype qui a été décrit dans l'Antiquité. Et les descriptions que nous en avons nous permettent de comprendre que la statue d'Aphrodite était disposée dans le sanctuaire d'Aphrodite sur les flancs de l'acropole, sur les pentes de l'acropole. Cette statue, présente à Athènes, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, cette statue, Pline le Jeune l'a vue à Rome dans le portique d'Octavie au 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a dans l'histoire naturelle de Pline une description de cette statue venue d'Athènes par conséquent. Elle est présente à Rome au 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc cette statue a été copiée. La copie que nous avons là, on la date de 160 après Jésus-Christ, donc longtemps après Pline. Euh, Pline, Pline l'Ancien, donc l'auteur de l'histoire naturelle, c'est ce personnage qui est à la fois écrivain et général, qui meurt dans l'éruption du Vésuve en 79. Hein. Donc cette statue est une copie d'un original de Phidias. Nous avons plusieurs exemplaires, plusieurs répliques de cette copie, ce qui atteste de la célébrité du prototype. Mais les répliques que nous avons ont une particularité commune, elles n'ont pas de tête. Et ici, il y a une tête qui a été rapportée et qui a été rajoutée, évidemment. Alors, cette tête est elle-même comprise comme étant une copie romaine d'un original grec, euh, un original de Phidias, une statue d'Hygie,
Hygie est la fille du dieu Asclépios, statue d'Hygie figurant dans le sanctuaire d'Hygie sur les pentes de l'acropole d'Athènes. Une statue qui a peut-être été apportée à Rome en même temps ou après ou avant la statue d'Aphrodite. Pline l'Ancien a vu la statue d'Aphrodite à Rome. Personne ne nous dit qu'il a vu la statue d'Hygie à Rome. Mais on a donc cru pouvoir, dans la collection Torlonia, ajouter cette tête sur ce corps, donc tête d'Hygie sur le corps d'Aphrodite. Mais sous le siège, on voit un chien. Et le chien n'est pas un attribut d'Aphrodite. Le chien est un attribut d'Hygie. Le chien est sous le siège de la statue censée représenter Aphrodite. Donc on ne sait pas bien comment interpréter la présence de ce chien. Est-ce que c'est vraiment une statue d'Aphrodite? Est-ce que c'est une statue d'Hygie? On ne sait pas trop. En tout cas, c'est une très belle sculpture, une très belle statue, bien mise en valeur dans la présentation qui en est donnée à Paris. C'était moins net dans la présentation qui était donnée à Rome, à vrai dire. J'ai vu l'exposition de Rome et la présentation de Paris est bien plus belle pour l'œil. Et cette statue est présentée donc dans un dépouillement et dans une solitude majestueuse, mais en fait, elle est présentée aussi à proximité de la dernière section de l'exposition de Paris, cette section ici où l'on compare la collection Torlonia avec la collection du Louvre. On n'hésite pas au musée du Louvre à comparer la collection Torlonia à la collection du musée du Louvre, alors en indiquant que la collection du musée du Louvre est plus riche, mais tout de même, hein, on est vraiment dans une comparaison entre égaux, si l'on peut dire. C'est ce qui en dit long sur la qualité de la collection Torlonia et sur la qualité des œuvres présentées dans les différentes expositions, donc Rome 2021, Milan 2022 et Paris 2024. Alors que dire après avoir visité cette collection Torlonia? Eh bien, l'année dernière, nous avions parlé de la collection Campana. Et voilà que nous parlons de la collection Torlonia, donc il m'a semblé utile de comparer les deux. Comparer la collection Torlonia avec la collection Campana. C'est une comparaison qui est possible, qui est légitime, dans la mesure où Alessandro Torlonia et Gian Pietro Campana étaient contemporains exacts. Alessandro Torlonia a vécu un petit peu plus longtemps, mais enfin, les deux hommes vivaient en même temps. Ils habitaient la même ville, Rome, donc au même moment. Euh, Alessandro Torlonia, c'est le prince Torlonia, donc des titres de noblesse décernés par les papes. Campana, c'est le marquis Gian Pietro Campana, titre de noblesse décerné par le roi des deux Siciles. Donc on est dans le même univers, dans le même monde aristocratique. Est-ce que les deux hommes se connaissaient? C'est probable. Et donc ils ont constitué tous les deux, au même moment, une collection extraordinaire. Comment? En réalisant des achats sur le marché de l'art. On l'a vu pour les Torlonia, mais c'est vrai aussi pour Campana. Campana n'a pas fait que cela, mais il a acheté sur le marché de l'art. Et puis d'autre part, en réalisant des fouilles archéologiques. C'est très connu pour Campana, mais c'est vrai aussi, on l'a vu, pour les Torlonia. Donc on dira que les deux protagonistes, Torlonia et Campana, utilisent les mêmes méthodes pour constituer leur collection. Là où il y a des différences, c'est dans ce qu'on pourrait appeler les ambitions. Chez les Torlonia, clairement, on collectionne les chefs-d'œuvre. Bon, Campana ne répugne pas à collectionner les chefs-d'œuvre, on le voit avec le sarcophage des époux. Mais enfin, il y a chez lui une autre ambition qui est de retrouver, si on peut dire, la vie des hommes de l'Antiquité, ce qui l'amène à collectionner les lampes à huile. Les lampes à huile ne sont pas des objets d'art, mais les dessins, les représentations, les décors qu'il y a sur les lampes à huile apporte un éclairage, si j'ose dire, sur la vie des hommes dans l'Antiquité. Ce souci qui est visible chez Campana, c'est un souci qu'il est quasiment le seul à avoir dans la première moitié du XIXe siècle. En tout cas, c'est un souci que l'on n'a pas chez les Torloniens, clairement. Il y a des différences entre les deux, des ambitions différentes. Et puis, il y a aussi des intentions différentes. Pour Campana, bien sûr, il constitue une collection d'œuvres d'art, mais il y a chez lui une intention qui est ce que le musée du Louvre avait appelé en 2018, quand il présentait la collection Campana, il avait appelé le rêve d'Italie. C'est-à-dire, les objets d'art qui sont collectionnés par Campana ont aussi, peut-être surtout, la fonction d'illustrer
la continuité de l'histoire des arts en Italie, disons depuis les Étrusques jusqu'à Campana. Il faut se souvenir qu'à l'époque de Campana, l'Italie n'existe pas sur le plan politique, et donc Campana cherche à montrer que même si l'Italie n'existe pas sur le plan politique, elle existe depuis toujours, en fait, et que donc elle existera sûrement dans l'avenir. Il y a chez Campana, clairement, une intention nationale. Alors cette intention nationale ne mène pas Campana à, quand il cherche à vendre sa collection, à la vendre à Victor Emmanuel II, à Cavour, au royaume de Sardaigne, qui sont en train de réaliser l'unité italienne. Campana ne participe pas du tout à cela. Donc l'intention nationale est réelle chez lui, mais elle est limitée. En tout cas, chez les princes torloniens, il n'y a pas d'intention nationale du tout. Euh, L'intention qui les anime, Giovanni et Alessandro, surtout Giovanni, c'est l'affirmation aristocratique. La famille vient d'acquérir une position aristocratique, il faut que cela se voit, et que cela se voit à travers une collection d'antiques. Et puis il y a aussi, et ce sera surtout chez Alessandro, il y a la volonté de constituer une collection raisonnée, la volonté de constituer un musée idéal, un musée savant, avec lequel on va pouvoir retracer et décrire la sculpture romaine, ce qu'on vient de faire, hein, et un musée qui sera ouvert au public. Alors dans des conditions précises, mais un musée qui sera ouvert au public, et en tout cas un musée qui sera entièrement photographié, et les photographies seront diffusées à travers le catalogue que vous avez sous les yeux. Donc cette intention-là, on la voit chez Torlonia, on ne la voit pas chez Campana. Il y a des intentions différentes, clairement, chez les deux collectionneurs. Et donc, on peut retenir, parce que nous parlons de la collection Torlonia quand même, on peut retenir que ce qui caractérise la collection Torlonia, c'est le musée. Le musée tel qu'il est visible, ouvert dans les années, enfin, il commence à être ouvert dans les années 1870, et là, c'est une photographie de 1895 que vous avez sous les yeux. Et puis, il y a le catalogue monumental, très richement illustré, des photographies de toutes les sculptures, les 180 bustes romains que j'ai évoqués. Et donc, lorsque le musée fermera, eh bien, la connaissance des sculptures continuera à être possible grâce aux photographies. Il y a donc chez les princes d'Orléans une volonté, je dirais, de montrer, une volonté de renseigner, une volonté d'informer, une volonté d'éduquer, si l'on peut dire, le public à travers leur collection. Il y a cette volonté chez les princes d'Orléans du 19e siècle, pas chez les princes d'Orléans du 20e siècle, qui clairement n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Ce qui fait que la collection d'Orléans au 20e siècle et jusqu'à maintenant, c'est une collection invisible. Alors, le musée torlonien donc existe à la fin du 19e siècle et il finit par être fermé. Bon, il n'a jamais été ouvert à un très large public, mais enfin, il finit par être fermé. Il y a plusieurs étapes pour cela. Première étape, c'est donc le fait que Mussolini squatte chez les Torlonia à partir des années 20. Ça ne facilite pas la présentation de la collection, clairement. Ensuite, il y a la guerre, facilite pas non plus la présentation de la collection. Que fait-on des collections d'œuvres d'art pendant les guerres? Ben, on les met en réserve, on les cache, on les protège. Donc, ce n'est pas favorable pour les musées. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a le fait que il y a en Italie comme ailleurs une crise du logement. Et donc, le prince Alessandro II Torlonia décide, dans les années 60, que les bâtiments, par exemple le bâtiment de la Via della Lungara, dans lesquels il y a une partie de la collection, eh bien, seront transformés en immeubles de rapport et seront utilisés donc pour loger la population et permettre peut-être un revenu pour la famille. Donc les œuvres sont retirées de là où elles auraient pu être représentées, elles sont mises en réserve et on ne les voit plus. Et les projets de réouverture du musée, il y en a eu quelques-uns dans les années 80 et 90, ces projets n'aboutissent pas. C'est vraiment le signe que les princes torloniens du XXe siècle et surtout de la deuxième moitié du XXe siècle ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que leurs ancêtres du XIXe siècle. Au point que, en 2005, l'État italien propose à la famille Torlonia de racheter la collection, de façon à ce que, passant du domaine privé au domaine public, elle puisse être présentée au public, justement. Et l'État italien offre en 2005 une somme d'1,2 milliard d'euros pour racheter la collection. Et cette offre est refusée.
Cette offre est refusée, pourquoi? Bah, parce que c'est une collection privée et donc eh bien, les propriétaires privés n'entendent pas se séparer de leur collection, n'entendent pas la montrer au public, n'entendent pas l'ouvrir au public. Et puis, si la collection était vendue, eh bien, il faudrait se partager la recette. Comment? La famille Torlonia est une famille relativement nombreuse, et donc comment faire? C'est ce qui fait que l'on finit par aboutir, autour de 2010, à la constitution d'une fondation. La fondation, c'est ce que l'on voit dans la plupart des grandes familles romaines, aujourd'hui une institution qui est créée, qui n'est pas propriétaire de la fortune de la famille, hein, mais une institution qui va gérer les œuvres composant la collection de la famille, qui va gérer les œuvres, c'est-à-dire les entretenir, les restaurer s'il le faut, qui va les montrer petit à petit, qui va d'abord créer un site web très bien fait, Fondation Torlonia, qui va organiser des expositions, Rome 2021, Milan 2022, Paris 2024. Et même, il y a un projet de création d'un musée, donc sous l'égide de la Fondation Torlonia, un musée pour lequel on a trouvé un bâtiment, le palais Silvestri Rivaldi. Alors vous voyez où on se situe, on est dans le quartier du Colisée, on est le long du Forum romain, on est le long des forums impériaux, on est près de la colline du Capitole. Bref, on est dans le centre historique de Rome. Et c'est donc là que un bâtiment ancien qui appartient au Torlonia, donc, a été choisi. Ce bâtiment est en cours de restauration, de rénovation. Et donc, si le projet d'ouverture d'un musée est effectivement mené à bien, c'est probable, c'est pas encore absolument certain. Si donc ce projet est mené à bien, eh bien, il y aura, par exemple, vers 2030, il y aura à Rome un musée Torlonia, qui sera un musée privé, donc, hein, un musée Torlonia. Il y avait à Rome un musée Torlonia en 1895, il y en aura peut-être un en 2030 ou en 2040. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Et en attendant, eh bien, vous pouvez aller au musée du Louvre où vous pourrez voir un choix d'œuvres de la collection Torlonia jusqu'au 11 novembre 2024. Et le 12 novembre 2024, l'exposition ferme et les œuvres vont regagner Rome, la Villa Albanie en particulier. Elles vont être mises en réserve et on ne les verra plus en attendant l'ouverture hypothétique d'un musée ou en attendant l'organisation d'une autre exposition. Je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Une autre exposition qui pourrait avoir lieu, on ne sait pas où, mais ce sera la seule possibilité de voir les marbres Torlonia avant l'ouverture d'un éventuel musée Torlonia.